Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Après avoir débuté dans la roue des hommes politiques, vous avez connu les coulisses du Tour de France, une France qui vous a permis ensuite d'emprunter d'autres chemins, des détours parsemés de livres et de disques qui vous permettent aujourd'hui plus que jamais d'avoir voix au chapitre. Bonjour Xavier Louis. Bonjour Jacques. Alors c'est vrai que les auditeurs de Sud Radio vous connaissent bien puisque chaque été vous faites des chroniques. Hein, vous êtes même, je crois, le doyen de Sud Radio. Le doyen, en tout cas, le plus ancien chroniqueur. Alors vous sortez un nouveau livre, Le rêve au pouvoir, chez Marieux Éditions, un livre d'anticipation, si j'ose dire, de politique fiction. On va en parler. Mais le principe des clés d'une vie, vous le savez, puisque vous connaissez l'émission, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Alors j'en ai trouvé 4 bien sûr, et la première que j'ai trouvée, c'est le 30 mai 1968. En 1968, cela fait 10 ans que la France est présidée par le général de Gaulle. Etc. Et le 30 mai 1968, 1 million de personnes sur les Champs-Élysées. Et vous avez vécu ça en direct, Xavier Louis. J'ai vécu en direct, j'ai fait partie de ceux qui ont en fait monté cette manifestation. Parce que, vous savez, j'étais un militant gaulliste et je venais d'adhérer en fait au mouvement gaulliste quelques années avant, 1967. Vous voyez, c'était tout récent. Vous étiez étudiant à l'époque. Oui, et je suis rentré à Sciences Po. Oui. Et avec ma carte de l'Union des démocrates pour la 5e République, et j'ai créé un mouvement des jeunes gaullistes à Sciences Po, également dans le cadre du club Jeune France. Le club Jeune France, c'était un club gaulliste de jeunes gaullistes, un club de réflexion, on dirait un think tank aujourd'hui. Voilà. Et donc je me suis retrouvé, j'ai été élu à Sciences Po, avec un certain nombre d'amis qui ont fait carrière d'ailleurs, beaucoup de ministres en plus, futurs ministres, et nous avons essayé de résister à ce qui se passait, à ce mouvement gauchiste, et donc j'étais très en relation avec le CDR, les comités de défense de la République, qui avait été créé, le service d'action civique, donc avec la rue de Solferino, et à un moment, on est arrivé jusqu'à cette idée de monter une manifestation, pensant que le général de Gaulle avait quitté à la fois le pouvoir, la France, fameuse escapade à Baden-Baden, et on savait pas du tout ce qui allait se passer, on savait pas que le général allait revenir. Oui, parce que finalement, ce jour-là, il disparaît, vous, comme tout le monde, vous ignorez tout ce qui s'est passé. Ah, on ignore à ce moment-là, effectivement, ce qui va se passer. On dit de toute façon, on se retrouve sur les Champs-Élysées demain. On se réunit, je me souviens, la veille au soir chez Michel Habib-Deloncle, le député du 16e arrondissement. Et puis on se distribue les brassards tricolores. On pensait qu'on allait au casse-pipe, pour être franc. Que vous seriez 50, quoi. Voilà, exactement. Qu'il y aurait plus de gauchistes en face de nous pour nous faire la peau, en fait, parce que c'est ce qu'on craignait. C'était très chaud. Les gens croient que c'était un joyeux chahut d'étudiants. C'était beaucoup plus chaud que ça, en fait. Je crois même que pour rentrer à Sciences Po, vous deviez faire appel à des gardes du corps, Xavier Louis. Oui, j'étais au bout de la rue Saint-Guillaume. Il y avait, j'étais pas interdit de séjour, j'étais accompagné quand je venais. Gaulliste, voilà, on était accompagnés. Mes petits copains du GUD d'extrême droite, eux, étaient quasiment refoulés. Mais quelquefois, il y avait des incidents qui pouvaient se produire, non ? Oui, enfin, c'était très chaud, mais plutôt, à Sciences Po même, c'était moins chaud. Ça se passait plutôt du côté de la Sorbonne, de l'autre côté du boulevard Saint-Michel, en fait. Mais là aussi, la Sorbonne, c'était aussi la fête. C'était fête l'amour et pas la guerre. Oui, enfin, on peut le dire comme ça. Ça, c'était la partie visible de l'iceberg. Et quand Jean-Yann a dit « il est interdit d'interdire », sur RTL, c'est devenu un slogan. Oui. Alors, donc, vous arrivez sur les Champs-Élysées, et finalement, il va y avoir un appel, et vous allez voir une foule déferler en quelques heures, Xavier Louis. C'est une image qui reste évidemment très forte dans ma mémoire. Je suis au pied des chevaux de Marly, place de la Concorde, et on a un transistor avec Pierre Habib-Deloncle. Et on entend l'appel du général. On était venus, on était très peu nombreux à cette heure-là. C'était bien avant le début, j'allais dire, de l'heure de la manifestation, puisqu'on faisait partie entre guillemets, du service d'ordre. Et puis, le général parle, la fameuse allocution. Et puis, quelques minutes après, on voit des foules, mais immenses, qui arrivent de la rue de Rivoli, de la rue Royale, du haut des Champs-Élysées. C'est inimaginable, on ne sait pas d'où ils sortaient.
C'est extraordinaire parce qu'il n'y avait pas eu de car organisé, c'était impossible à l'époque. C'était vraiment, c'est la foule parisienne qui sortait de ses appartements, des caves, j'en sais rien. Et c'était effectivement des centaines de milliers de personnes sûrement, très impressionnant. Et c'est la force de la radio aussi. Le général de Gaulle, a lancé son appel du 18 juin, mais déjà dans ses premières mémoires qui sont sorties en 1930, il a dit que la radio était une arme de guerre au fil de l'épée. Il a tout de suite compris l'importance de la radio. Vous avez raison, et vous qui êtes un homme de radio, Jacques, vous y êtes sensible, et c'est vrai que c'est l'importance de la radio qu'on a retrouvée aussi, il faut le savoir, dans le cadre du Tour de France, par exemple, le rôle, dans le sport en général, le rôle joué par la radio et par les commentateurs radio, et les reporters. Alors il se trouve que donc les mai 68 se terminent, vous entrez dans la vie active, et vous allez travailler avec celui que Thierry Leluron a imité parfaitement. Je vous remercie d'être venus si nombreux à ce débat de l'Assemblée nationale. Un texte, La Chabanisation, qui est un texte de Jean Amadou et de Francis Weber, qui n'était pas à l'époque le metteur en scène que l'on connaît. Et en fait, Leluron a démarré, je ne sais pas si vous le savez, dans l'imitation par hasard. Il faisait de l'opérette. Il va faire les 70 ans de Jean Nohain à Télédimanche. Et en coulisses, pour se chauffer la voix, il fait une imitation. Et c'est comme ça qu'il est repéré et que ça commence. Ça, je ne savais pas le lien avec Jean Nohain. Pour ce qui est de Chaban, oui, je m'amuse aussi souvent à l'imiter, oui. Alors comment êtes-vous arrivé au cabinet de Jacques Chaban-Delmas pour vous occuper d'économie au départ Oui, avec Gérard Worms et avec donc toute l'équipe économique et financière. Bien, par le militantisme, parce que j'étais le président du Club Jeune France, donc du mouvement des jeunes gaullistes qui était très proche de Jacques Chaban-Delmas, et on m'a dit, ben voilà, tu vas rentrer. Quand j'ai eu ma licence de sciences économiques, j'ai même pas encore fini Sciences Po, on m'a dit, voilà, tu vas voir le chef de cabinet, Pierre Pascal, et tu vas rentrer au cabinet du Premier ministre. Donc j'ai fait la dernière année, 71-72, c'est évidemment un privilège extraordinaire. J'étais à côté, j'avais le bureau à côté des Célière de Laborde, Jacques Delors, Gérard Worms, Canac, etc. Une équipe exceptionnelle. Vous imaginez, quand on démarre, c'est quand même c'est un privilège extraordinaire. Oui, et en même temps, c'était non seulement un privilège, mais une époque où la technocratie n'avait pas encore de prise sur la France. Ah bah c'est pas là, on faisait du concret. Moi d'ailleurs, mon rôle était, par exemple, on me confiait le problème des petites entreprises en difficulté, donc je recevais les chefs d'entreprise. Après, derrière, j'appelais les préfets, les services sociaux, etc., pour aider ces entreprises à passer un mauvais cap. C'était vraiment mon rôle et j'étais content déjà de me frotter à ça. Oui, et c'était une époque joyeuse où on n'imaginait pas que la récession serait un jour d'actualité. Ah non, à l'époque, non, on était déjà dans la foulée de ce qui avait été fait dans les années, j'allais dire Pompidou, Premier ministre, et avec le général, et effectivement, c'était une période extraordinaire où la France était vraiment redevenue une des grandes puissances mondiales et où il y avait un véritable essor économique. Et les moins de 20 ans ou de 40 ans ne connaissent pas cette époque, mais c'était quand même une époque privilégiée, un certain art de vivre. Oui, nous avons vécu une époque privilégiée. Pourquoi ? Parce que il y avait un rêve, justement. On avait de l'espoir. On savait pourquoi on se battait, pourquoi on avait envie d'aller bosser. D'ailleurs, on n'avait pas l'impression d'aller travailler, moi, toute ma vie, j'ai eu l'impression de faire vraiment de servir le pays d'abord, et puis de me faire plaisir en servant le pays, parce que c'était une passion. Et quand il y a de la passion, il n'y a pas vraiment de travail, j'allais dire. Alors, Jacques Chaban-Delmas a démissionné, et vous, Xavier Louis, vous avez trouvé de nouvelles fonctions qui sont liées à cette chanson. Pour promener, Mimi, ma petite amie, Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Georgius, le plus célèbre des fantaisistes, des chansons archi connues, 50 romans, et La Bagnole, parce que vous êtes rentré au cabinet de Christian Gérondeau à la sécurité routière, et la sécurité routière, c'était nouveau à l'époque. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité, il n'y avait pas tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, Xavier Louis. Oui, et alors en fait, là aussi c'est une histoire extraordinaire, c'est que donc Chaban est remercié, entre guillemets, en juillet 72, et donc on se retrouve, moi je me retrouve, c'était donc j'avais ce boulot au cabinet, et je me souviens dans la cour de Matignon, je vais trouver Christian Gérondeau avec qui je travaillais beaucoup,
qui était membre du cabinet. Et je lui dis, est-ce que vous pouvez m'aider? Je voudrais rentrer à la DATAR, l'aménagement du territoire. C'était ma passion, l'aménagement du territoire, que je retrouverai plus tard. Et il me dit, j'ai mieux à vous proposer. Je viens d'être nommé, c'était une des dernières décisions de Jacques Chaban-Delmas, je viens d'être nommé délégué à la sécurité routière, et j'aimerais que vous soyez avec moi. Et on se retrouve l'été 72 à 2, en fait, avec Christian Gérondeau. Et on avait une mission, il y avait 18 000 morts par an. Et 18 000 morts par an à l'époque. On lui dit, vous avez maintenant carte blanche, une petite mission, hein, il y avait 12 personnes. Et vous allez, il faut réduire ça. Et on a réfléchi à toutes les mesures. Et mon rôle, moi, c'est notamment les statistiques. Le premier truc que j'ai fait pendant l'été 72, je me suis fait communiquer tous les chiffres qui montraient, ce qui n'avait jamais été fait jusque-là, qui montraient que on divisait par 2, si tout le monde portait la ceinture, on divisait par 2 le nombre de tués dans les voitures et de blessés graves. Et c'est effectivement, très rapidement, on a fait la ceinture en rouleur pour que ce soit facile à porter, et puis on l'a rendu obligatoire, et on a vu, moi quand j'ai quitté la sécurité routière 5 ans plus tard, on avait ramené, c'est encore beaucoup, mais le nombre de tués à 12 000 par an au lieu de 18 000. Et je me souviens aussi d'un reportage de Gérard Holst montrant les premiers rétroviseurs, ce qui n'existait pas à l'époque. Il n'y avait qu'un rétroviseur, un vague rétroviseur à gauche, oui, aussi. Il y a eu plein de mesures sur l'alcool, sur la vitesse, pour les 2 roues. Moi-même, alors je m'occupais aussi de tout ce qui était 2 roues, ce qui explique un peu la suite de mon parcours. Et notamment, je suis très fier d'avoir réussi, par exemple, en 3 semaines de temps, quand on voit aujourd'hui le temps qu'il faut pour prendre certaines mesures, c'était de rendre l'éclairage permanent des motos, vous voyez, d'allumer, parce que pour être plus visible par les voitures, et on a fait ça en 3 semaines. Moi-même, j'en revenais pas. On a réussi à modifier le code de la route. On a trouvé que l'idée était bonne. Je l'avais piqué d'ailleurs à ce qui se passait dans certains États aux États-Unis. On l'a appliqué en France, en plein accord avec les motards en plus. C'est important aussi qu'il y ait une concertation quand on prend une mesure, parce qu'on peut prendre des mesures coercitives si elles sont comprises. Ça c'est très important. C'est une chose que j'ai appris dès l'époque où je me suis occupé de sécurité routière. Voilà. Alors on va continuer à rouler, mais dans votre parcours et votre passé, à travers une autre date, le 4 juillet 1982. À tout de suite sur Sud Radio avec Xavier Louis. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Xavier Louis. Nous parlerons tout à l'heure de ce roman Le rêve au pouvoir que vous publiez chez Maru Éditions, une politique fiction tout à fait étonnante. Et puis on a évoqué vos débuts, donc mai 68, la politique. Et puis il y a une autre date importante, le 4 juillet 1982, c'est votre premier passage à la télévision dans cette émission. Stade 2. Car ce jour-là, Pierre Salviac vous interviewe, le Tour de France part de Bâle, et c'est la première fois qu'en tant que directeur adjoint de la Société du Tour de France, vous êtes interviewé sur le thème « Le Tour de France est-il toujours populaire ?» Vous en souvenez de cette interview ? Eh bien, là, vous me collez, Jacques. Je me souviens d'un certain nombre d'interviews télé, d'ailleurs préalables encore, mais celle de 82 avec l'ami Pierre Salviac, je ne m'en souvenais pas, effectivement. Voilà. Sur le Tour est-il toujours populaire ? Je ne sais pas qui avait posé cette question. le Tour de France, c'est venu d'abord, il y a eu un premier cycle, si j'ose dire, c'était Peugeot. Vous rentrez chez Peugeot et ensuite le Tour de France. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé que je quitte l'administration, donc la sécurité routière. Et je pantoufle en quelque sorte, je me fais embaucher par Bertrand Peugeot pour travailler au cycle Peugeot. Sauf qu'entre-temps, et on en avait parlé un petit peu avant, Félix Lévitan m'avait dit j'aimerais que vous nous succédiez à Jacques Godet et à lui pour être directeur du Tour de France. Et comment il avait pensé à vous ? Il pensait à moi parce que je m'étais occupé, quand j'étais à la sécurité routière, je m'étais occupé d'une part de la sécurité des 2 roues. J'avais créé la commission de sécurité à la Fédération française de cyclisme, où j'avais donc rencontré Félix Lévitan. Et en plus, j'avais, sur le Tour 75 et 76, j'étais sponsor en quelque sorte, pour la campagne de sécurité 2 roues, 2 fois plus d'attention, qui était sur tous les véhicules du Tour. Et j'avais été invité. Et j'avais suivi quelques étapes, ce qui était mon rêve, dans la voiture des directeurs. Et ils m'avaient un petit peu testé, en quelque sorte, à ce moment-là. Ils voyaient que je m'intéressais au monde du vélo, au Tour de France. Mais Félix Lévitan m'avait fait comprendre que tant que Émilien Amaury serait à la tête
quelque part du Tour, hein, puisqu'en tant que propriétaire, il ne voulait pas entendre parler de successeur. Oui. Pour Jacques Godet, il faut Félix Lévitan. Et donc, en janvier 1977, décès d'Émilien Maury. Oui. Et je viens de rentrer chez Peugeot, en décembre. Et quelques jours après, Félix Lévitan m'appelle et me dit, maintenant, vous venez. Ah, oui, c'est embêtant, je viens de rentrer chez Peugeot, c'est ennuyeux, c'est pas grave. On va en quelque sorte négocier le transfert avec Bertrand Peugeot. Et voilà comment, en mai 77, je me retrouve effectivement directeur adjoint du Tour de France. Alors Jacques Godet, était directeur du Tour de France depuis 1926 jusqu'en 1987. Il a même été directeur du Parc des Princes et il a vécu dans le Parc des Princes pendant quelques années. C'est vrai. Et il a épousé pendant quelques années une des sœurs Étienne qui chantait C'est si bon et qui était sur le Tour de France. Alors, vous découvrez une mécanique tout à fait particulière, le Tour de France, Xavier Louis. Oui, alors je découvre, d'abord, je ne viens pas du monde du vélo, ce qui a un peu étonné, voire agacé certains journalistes spécialisés. On me prend pour un énarque. D'ailleurs, c'est très amusant parce que à plusieurs reprises, on me dit, je lui dis non, comment vous êtes rentré au Tour de France? Je lui dis c'est parce que j'ai raté l'ENA. J'ai raté l'ENA pour un quart de point. Et j'ai dit c'est Laurent Fabius qui m'a battu. Ce qui est vrai, il faisait partie des 163 qui étaient devant moi. Et lui était Premier ministre et moi directeur du Tour de France. Bon, ça c'est pour la... Laurent Fabius qui a fait la tête et les jambes de Pierre Bellemare à une autre époque. Voilà. Exactement, c'est pour l'anecdote. Mais donc, moi, le Tour de France, je le voyais comme une institution, comme un patrimoine. Et d'emblée, j'avais l'avantage, c'est que ne venant pas du monde du vélo, j'avais un œil extérieur et je venais en politique sur le Tour de France. Et très vite, mon rôle, et en plein accord avec Jacques Godet et Félix Lévitan, ça a été de mondialiser le Tour, à la fois dans sa participation, puisqu'il y avait les coureurs de 4-5 pays européens qui y participaient jusque-là, mais aussi dans sa diffusion, c'est-à-dire de lui donner une dimension en termes, par exemple, je me suis efforcé de faire venir... D'abord, de négocier avec tous les pays de l'Est. Je suis allé chaque année dans tous les pays au-delà du mur, hein, à l'époque, en relançant le Tour de l'avenir. Puis, je suis allé chercher les Colombiens, les Américains, et nous avons, dès 1983, réussi à vraiment mondialiser le Tour de France, ce qui l'a à la fois relancé sur le plan économique et puis évidemment dans son aura, je veux dire, dans sa dimension. Et à l'époque, en 77, quand vous arrivez, le vainqueur c'est Bernard Thévenet, donc un Français. L'année suivante, vous découvrez Bernard Hinault. C'est-à-dire que c'était un temps où les Français gagnaient. Et Bernard Hinault dit aujourd'hui que c'est impossible. Mais Jacques, il faut justement... il faut quand même dire une chose, et on en parle souvent avec Bernard Hinault. Bernard Hinault, il gagne un Tour de France, il y a 100 coureurs au départ. Il y a 100 coureurs et il y a en gros 5 nations vraiment représentées. Hein. Donc, je ne veux pas dire qu'il n'ait pas de mérite. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais disons que la concurrence n'était quand même pas énorme. Aujourd'hui, gagner un Tour de France pour un Français, ça aurait beaucoup plus de signification. Parce que vous avez en gros 200 coureurs au départ, il y a une trentaine de nations représentées. Alors, le Tour de France, c'est vivre en immersion pendant 3 semaines, Xavier Louis. Oui, complètement. Alors ça, c'est notre ami Jean Amadou, mais bien dire, on a du mal quand on finit le Tour. Il faut s'arrêter au feu rouge, etc. Puis, on ne sait pas quel jour on est, par exemple. Hein, quand on est sur le Tour de France, on ne sait pas. On se dit, tiens, aujourd'hui, ça doit être samedi ou dimanche, parce qu'il y a un petit peu plus de monde au bord de la route. Mais effectivement, on vit complètement en immersion. C'est une grande famille. C'est un village itinérant, c'est devenu même une ville itinérante, puisque maintenant c'est 4000 suiveurs. C'est une aventure extraordinaire parce que le Tour de France, c'est ce que disait Jean Edernalier dans une émission qu'on avait fait avec Jacques Chancel. Il disait, pour de très nombreux villages de France, le passage du Tour, c'est l'événement du siècle. Oui, et la citation d'un village dans le Tour, c'est 5000 vues dans le monde entier immédiatement. Complètement. Et puis, je vous dis, quand vous êtes directeur du Tour de France, je le disais, c'est une chose que j'ai découvert par la suite. Vous avez rang de ministre pour les gens, mais vous avez surtout rang d'ambassadeur. Vous avez un rôle d'ambassadeur très, très important. Et j'ai notamment ce que j'ai fait pour la Colombie. Et ça m'a valu d'ailleurs un duplex avec le président de la République colombienne qui m'en a remercié.
c'est qu'on a aidé, par exemple, un pays comme la Colombie à changer dans les années 80 son image au niveau international. Il l'avait bien compris. Parce que la Colombie, vous le savez, qu'une image en partie dégradée. Quand on pensait aux Colombiens, dans toute cette époque, on pensait aux coureurs colombiens sympathiques, au café, voilà, toute image importante pour ce beau pays. Et il se trouve aussi qu'il y a des légendes dans le Tour de France en coulisses. D'abord Léon Zitrone, que vous avez forcément fréquenté. Bien sûr. Et qui était un personnage hors norme. C'est-à-dire que extraordinaire. C'est le jour où, je crois que c'est avec Bernard Giroux, il était avec Bernard Giroux, et je crois que Zitrone est reconnu partout, et qu'à un moment, quelqu'un crie « Vive Bernard !» et Zitrone lui dit vous avez de la famille dans la région. Mais c'était vrai, en plus, vous savez pourquoi? C'était une étape en Bourgogne, et notre ami Giroux était bourguignon d'origine, et effectivement, il savait qu'il y avait, en rigolant, il dit vous avez de la famille par ici. Mais c'est vrai que Zitrone, c'était pas facile à vivre non plus sur le Tour de France. Ouais, mais moi, ça s'est toujours très très bien passé. Et j'ai beaucoup apprécié Léon, qui d'ailleurs m'a relancé quand j'ai quitté le Tour de France. Je peux révéler quelque chose. Il voulait, quand j'ai créé ma société, il voulait que j'engage sa fille. C'était une grande surprise. Oui. On s'était revus à Sarlat pour un interville. Il m'a donné rendez-vous au Fouquet's et il m'expliquait ça. Il voulait que j'engage sa fille. Marie-Laurence. Oui, que j'avais connue un petit peu à Sciences Po. Hein. Ah, il se trouve aussi qu'il y a un autre personnage qui a marqué le Tour de France, c'est Antoine Blondin. Ah, j'adore Antoine. Enfin, c'était. Alors, je n'étais pas un intime d'Antoine, mais évidemment, comme c'est une grande famille, le Tour, on se retrouvait. Et alors, je suis très content d'avoir toujours un bouquin d'Antoine Blondin. Et je venais de rentrer au Tour de France, je ne savais pas trop qui j'étais. Et j'étais venu, on m'a dit, tu sais, pour faire signer ton bouquin, Antoine, vas-y plutôt en début de journée. Oui. Et donc, je le retrouve au petit déjeuner. On est à Évian. Alors, c'est drôle parce que je vais lui porter le bouquin, puis il commence à écrire à mon ami Guy. Alors, je lui dis, Antoine, c'est pas mon prénom. Alors, il était très embêté. C'est après un moment, il dit, puisqu'il me plaît d'appeler ainsi l'ami Xavier, et Évian, j'ai un bouquin dédicacé d'Antoine Blondin, d'Évian. C'est quand même, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a toujours dit qu'il refusait de rentrer à l'Académie française parce qu'entre son domicile et le quai Conti, il y avait 42 bistrots. Oui, donc il n'arriverait pas à l'Académie française. Ouais. Alors ça, c'est votre partie Tour de France, mais il y a eu aussi d'autres choses importantes. Et on va évoquer une autre date importante aussi, le 13 juin 2014. À tout de suite sur Sud Radio avec Xavier Louis. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Xavier Louis. Le rêve au pouvoir chez Mario Édition, on en parle dans quelques instants. On a parlé de la politique, de la sécurité routière, du Tour de France. Et comme vous avez beaucoup d'activités, eh bien, il y en a une autre qui est importante. Et le 13 juin 2014, il y a un congrès annuel qui pourrait être symbolisé par cette chanson. Il a le maillot et... Douce France, cher pays de mon enfance. Ce jour-là, il y a le congrès annuel des plus beaux des Tours de France. Et ça, c'est quelque chose qui est cher à votre cœur, Xavier Louis. Oui, c'est tous les ans, ce congrès annuel. Alors, le réseau des plus beaux des Tours de France, nos auditeurs ici, pour beaucoup, le connaissent bien, mais... Petit rappel, ça a été créé en fait avec Jean-Jacques Descamps. À la fin du siècle dernier, en 1998, fin 98, pour rassembler sur le modèle des plus beaux villages les plus belles petites villes de France. Donc ça a été fait entre Sarlat et Loches, en fait. Loches qui est célèbre puisque Gonzague Saint-Brie organisait chaque année sa forêt des livres, voilà. Tout à fait, oui, Gonzague est là-bas. Et Sarlat, vous avez été, je crois, maire adjoint. J'ai été maire adjoint pendant 2 mandats.
entre 1989 et 2001, je crois. Et donc... et ça, voilà. C'était une idée nouvelle d'organiser ces détours de France. Ça n'existait pas. Non, il n'y avait pas de regroupement. Il y avait les plus beaux villages de France qui avaient été créés quelques années avant. Et on trouvait que c'était intéressant de se regrouper les plus belles petites villes de France pour offrir en plus une alternative à l'offre touristique française. De ne pas limiter l'offre touristique française, de la concentrer sur la Côte d'Azur, les châteaux de la Loire ou le Mont-Saint-Michel et Paris. Donc là, c'était de regrouper toutes ces villes qui méritent un détour. Les Sarlat, les Loches, Aubernais, Honfleur, Montargis, le Puy-en-Velay, voilà. Et donc, on les a regroupés dans ce réseau qui donc maintenant a passé ses 25 ans et qui est un réseau extraordinaire parce que vous êtes sûr de trouver des endroits intéressants à découvrir pour leur patrimoine matériel, immatériel. Je pense à la gastronomie, évidemment. Alors, il se trouve qu'au départ, ça a été compliqué parce que je crois qu'il y a eu une vingtaine de villes qui ont marché au début. 32. 32. La Et ensuite, année. et c'était pas évident d'aller plus loin. Et je crois qu'il y en a plus de 100 aujourd'hui. Voilà, alors on se limite à 100, à une centaine en tout cas. Il y en a 108 exactement à l'heure où on se parle. Et on veut rester autour de la centaine. En gros, il doit y avoir 200 villes en France qui répondent à nos critères, c'est-à-dire d'avoir quand même un intérêt de mériter de faire 40-50 kilomètres pour se détourner ou d'aller passer un week-end. Et l'idée, c'est d'en rassembler une bonne moitié. Alors, ce congrès annuel de 2014, c'était à Ambert, je ne sais pas si vous en souvenez, et c'est célèbre pour sa fourme, sa mairie ronde et son papier. Plus que ça, même. Hein. Ambert, il y a plein de choses. Il y a les chapelets, mon cher Jacques. Il y a la spécialité des chapelets, effectivement, qui se fait là-bas. Ouais. Donc vous avez découvert la France et toutes ses spécialités, c'est un beau voyage, et c'était le complément du Tour de France, Xavier Louis. Oui, parce que j'ai beaucoup travaillé avec Pierre Bonte. On se passionnait avec Pierre Bonte pour les villes qui sont capitales, c'est-à-dire les villes qui ont un produit, une fabrication qui est associée à leur nom. Vous venez de parler de la fourme d'Ambert. Bon, on dit Ambert, on parle à un fourme. Si je vous dis Montélimar, vous allez me dire Nougat. Oui. Mais tout ça parce que derrière, il y a une activité économique, il y a une histoire. Et donc, avec Pierre, avec Pierre Bonte, on avait commencé à rassembler toutes ces capitales dans un bouquin, et on a fait un premier bouquin, et j'en ai refait un plus récemment, avec 1200 communes de France qui sont capitales de quelque chose, et les plus beaux des Tours de France, d'ailleurs, sont évidemment en force dedans, parce que ce sont des villes qui ont une vraie identité, qui ont cette faculté, cette possibilité de... ça peut être, je vous dis, ça peut être des produits, mais ça peut être tout à fait autre chose. Il y a les capitales des jumeaux, vous le savez, il y a les capitales des menteurs, et des choses comme ça. Et là, j'ai trouvé la plus petite commune de l'Hexagone, c'est Castelmoron d'Albret, qui, par sa superficie en Gironde, s'étend sur 3 hectares 54. Ah oui, alors il y a aussi, par exemple, autre chose caractéristique, il y a une seule commune de France qui n'a qu'une lettre. Oui. Y dans la Somme. Exactement. Par exemple, c'est amusant, des choses comme ça, c'est tout à fait passionnant parce que on peut, quand on est maire, on peut exploiter ce genre de choses. Voilà. Alors justement, les maires ont marché dans votre aventure. Vous avez commencé à trouver ces villes et à éditer un guide qui est devenu un guide très important chaque année. C'est le guide avec Michelin qui a été le partenaire dès le début. Vraiment, ils nous ont fait, ils nous ont donné carte blanche, ils ont eu confiance avec Jean-Jacques Descamps. On a tout de suite marché avec Michelin. Et le guide annuel des plus beaux des Tours de France, dont on parle souvent sur l'antenne, c'est le premier guide touristique national par sa diffusion. Vous connaissez un peu le monde de l'édition, Jacques, c'est 180 000 exemplaires. C'est le plus gros tirage de Michelin aujourd'hui. Et donc, on aura dans quelques semaines la 26e édition déjà. Et à chaque fois, les maires mettent en valeur leur patrimoine et en profitent pour le rénover parfois. Ah oui, il faut effectivement, c'est même, c'est pas parfois, on leur demande, on fait des audits. Tous les 4 ans, les villes sont auditées par quelqu'un de Michelin. C'est quelque chose de très complet. Il y a quelqu'un de Michelin qui reste 48 heures. Et moi, je suis en plein dedans en ce moment. J'envoie les rapports. Je reprends, par exemple, on leur demande et on les aide pour ça. Comment rénover les bâtiments, comment faire des événements, organiser des événements, développer leur marché, qui est un événement important dans une petite ville. Donc il y a tout cet échange d'expériences en plus entre ces villes.
Et c'est fait à la fois pour les touristes, pour qu'il y ait plus de touristes qui viennent, mais aussi, ne l'oublions jamais, c'est que ce qu'on l'on fait pour les touristes, pour améliorer sa ville, la fleurir, faire des événements, etc., avoir un marché sympathique, ça profite d'abord à ceux qui vivent toute l'année. Donc ces villes aujourd'hui en France, on a des petites villes qui sont très, très agréable à vivre. Et c'est une sorte de village gaulois qui résiste à l'envahisseur du gigantisme. Chaque ville a sa spécificité, et ça, vous y veillez, avec la nouvelle génération aussi. Oui, alors, c'est vrai que les nouvelles générations aujourd'hui redécouvrent un petit peu cette France. Bon, on a évidemment une population qui est beaucoup urbaine, hein, donc ils connaissent pas bien cela. Mais aujourd'hui, ils redécouvrent, et nous y contribuons avec les plus beaux des Tours de France, justement à montrer qu'il y a cette autre France qu'on dit périphérique, mais où il fait bon vivre. Alors il faut faire en sorte qu'il y ait aussi tous les avantages de la grande ville. C'est pas toujours simple, hein. On le voit sur le plan de la santé, etc. Et des différents services. Il faut arriver à faire en sorte que ces villes, et justement le fait qu'elles soient des villes touristiques, facilite cette chose-là, d'avoir justement des services, des événements, des équipements culturels, sportifs. C'est aussi le développement touristique contribue à cela. Et en même temps, vous faites régulièrement des réunions régionales, vous allez sur place, oui. Et c'est vrai que de plus en plus, les gens sont motivés de résister avec ces villages et ces petites villes. Ah oui, on est organisé, les plus beaux du Tour de France sont organisés en 7 régions. Donc j'anime 2 fois par an dans chaque région donc des réunions où il y a des rencontres. Ils se retrouvent d'abord sur le terrain, ils voient un petit peu ce que font les autres, et puis on échange justement sur les bonnes pratiques, les bonnes adresses, enfin l'échange d'expérience, quoi, en fait. Hein, c'est comme ça qu'on progresse. Et je crois que les camping-cars vous doivent aussi beaucoup, Xavier Louis. Alors, c'est vrai que on s'est rendu compte très vite que nous étions la destination préférée des camping-caristes. On a fait évoluer justement notre guide pour que ce soit pratique pour eux, et ils vont d'un plus beau des Tours de France à l'autre. Alors, des camping-caristes français et étrangers d'ailleurs. Et le camping-car, le premier à en avoir inventé un, s'appelle Jules Secresta, en 1902. Il a trouvé un carrossier bordelais, Henri Lafitte, et il a fait une voiture unique qu'il a appelée, je crois, la Bourlinguette. Ah, c'est drôle, c'est mignon ça. C'est drôle, hein, c'est mignon. Bourlinguette, c'est mignon. Alors, ça, c'est une de vos activités multiples. Et puis à côté, vous avez une passion. Écoutez. Allumer le feu, ça, Johnny, ça, c'est au-delà de votre idole, Xavier Louis. Oui, alors Jacques, c'est très curieux comment j'ai découvert Johnny Hallyday. On est en 1960. Pour que chacun sache, Johnny sort son premier disque en mars 1960. Oui, qui est cassé à l'antenne par Lucien Maurice, non pas parce qu'il n'aime pas Johnny, mais parce que c'est exactement la même chanson que Dalida dont il s'occupe. C'était Itsy Bitsy Petit Bikini. Voilà. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je vais, dans le cadre des échanges franco-allemands, je vais en Allemagne, à une ville qu'on connaît un petit peu mieux maintenant pour les amateurs de football, Leverkusen. Oui. Et je vais à Leverkusen, et il y avait cet été-là un tube en Allemagne, Souvenir de Bill Ramsey, en allemand. Et je rentre à Paris, comme on voulait à ce moment-là, je voulais acheter mon premier disque presque. Et je vais chez le disquaire de la rue de Passy, je lui demande Souvenir de Bill Ramsey. Il me dit, je l'ai pas, je l'ai peut-être en anglais. J'étais déjà déçu. Elle me dit, non, je l'ai même pas en anglais, j'ai ça. Et il me sort un truc, Johnny Hallyday, Souvenir. Je rentre avec ça à la maison. J'étais un petit peu surpris quand même, hein, imaginez là. Et puis je l'ai ramené l'année d'après en Allemagne. Et là, je me l'ai écouté en boucle. Et je suis devenu, donc en 61, vraiment fan de Johnny. Et là, j'ai acheté tout par la suite. Et effectivement, je me suis beaucoup passionné comme beaucoup, hein. J'étais pas tout seul, comme vous le savez. Je suis passionné pour Johnny Hallyday. Oui, d'ailleurs, vous avez fait un livre, Son drôle de métier, qui a été édité chez Créo, parce que vous avez raconté, non pas l'homme, mais l'artiste. Oui, car l'artiste vous a beaucoup plus intéressé, Xavier Louis. Oui, parce que ce qui m'intéressait, je l'avais fait venir à Sarlat, quand j'étais maire adjoint chargé de la culture en 91, et j'avais découvert les coulisses. À la fois comment ça se passait, j'avais beaucoup discuté avec tous ceux qui travaillaient avec lui, et je me suis dit, je vais faire un livre. Pour raconter ça, j'ai eu cette chance
vivre les coulisses, de me faire expliquer ce que c'était que de préparer un spectacle comme ça, itinérant. Et donc j'ai interrogé tous ceux qui ont travaillé avec Johnny. Et pour la petite histoire, Jacques, je vais vous révéler que je travaille actuellement sur mon 14e ouvrage qui va rassembler quelques passions. Ça s'appelle Les Tours de France de Johnny. C'est-à-dire qu'en fait, je raconte tous les spectacles de Johnny, de façon, surtout tous les départements où il est passé. Ce qui est étonnant, c'est effectivement la précision de Johnny. Il faisait mine de rien voir et il voyait tout. Il venait aux répétitions une demi-heure, il repartait avec des instructions très précises à chacun. Ah oui, c'est un très grand professionnel, notamment quand, dans le livre Johnny, un drôle de métier, où j'avais interrogé par exemple les choristes qui me racontaient, les frères Filet me racontaient comment ils répétaient le matin. Johnny arrivait en début d'après-midi quand il était aux États-Unis et il disait il écoutait ce qu'ils avaient fait. Puis là, il disait, oh là, attendez, là, ça c'est bien, non, là, il faudrait m'ajouter une tierce, etc. Enfin, des trucs de professionnels, vraiment. C'était un grand professionnel, oui, très grand professionnel. Et tous les grands shows qu'il a eus, il les a voulus, quelquefois contre l'avis de ses producteurs, à commencer par Jean-Claude Camus. Il voulait faire des choses insensées, de plus en plus jusqu'au Stade de France. Oui, alors encore que Jean-Claude Camus reconnaît, je lisais récemment un papier de lui, il ne savait pas trop dire non à Johnny, mais il y avait quand même une limite financière souvent. Parce que Johnny demandait un peu l'impossible. Mais Johnny, il demandait l'impossible parce que Johnny a toujours eu ce souci d'étonner ses fans, les spectateurs qui venaient le voir, donc il voulait toujours apporter quelque chose de nouveau, de grandiose, mais toujours très professionnel. Et ben vous aussi, d'ailleurs, vous avez fait des CD, je signale, le Chat l'Orange, c'est des adaptations de chansons très célèbres aussi, car c'est une autre de vos activités. Et puis vous surprenez aussi avec un roman qu'on va évoquer à travers la date du 25 janvier 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Xavier Louis. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Xavier Louis. Alors on a parlé de tout votre parcours entre la politique, le Tour de France, les détours en France, Johnny. Et puis là, il y a le 25 janvier 2024 est sorti un livre, Le rêve au pouvoir, chez Mareuil Éditions. Et là, c'est un roman qui est presque un retour aux sources, puisque c'est un roman qui se passe dans les coulisses du monde politique. Et vous imaginez qu'une femme pourrait accéder à la présidence de la République. Pourquoi avoir fait ce livre aujourd'hui, Xavier Louis ? D'abord une précision, Jacques, parce que justement on pourrait croire que c'est un peu lié à l'actualité. En fait, ce livre, j'en avais écrit une première version en 1989. D'accord. Donc c'était un moment où j'avais quitté le Tour de France, je venais d'être élu à Sarlat, et je voulais remettre dans un livre un programme politique cohérent, un peu comme je l'avais fait avec l'époque de 68 sur le gaullisme. Et alors j'ai imaginé, parce que c'était mieux de le mettre dans un roman que d'écrire un programme, c'était plus sympathique à lire, et donc j'ai imaginé à ce moment-là, pour que ce soit original, que ce soit une femme justement qui porte ce projet. À l'époque, effectivement, on n'imaginait pas une femme vraiment devenir présidente. Il y avait les femmes qui étaient un peu en avant, c'était Martine Aubry ou Édith Cresson. Enfin, on les voyait pas encore à la tête de l'État. Voilà, donc j'ai écrit et ce que je voulais, c'était proposer surtout. Ça a toujours été ma démarche depuis mes premiers pas en politique, quand je dirigeais le Club Jeune France. Je disais toujours aux jeunes, vous proposez des choses. Je me souviens par exemple d'avoir évoqué dans un autre mouvement qui s'appelait les 20 à 30 ans, au début des années 70, l'idée de la semaine de 4 jours, par exemple, qui aujourd'hui est pratiquement dans l'actualité. On l'avait imaginé à ce moment-là. Oui, ce qui est étonnant, Xavier Louis, c'est qu'à la fin de ce roman, il y a des propositions, et des propositions qui sont d'une actualité brûlante aujourd'hui. Certaines, mais il y en a qui ont été échafaudées à cette époque. Même en 89, l'idée du défi océanique, c'est-à-dire de prendre en compte, dans un grand projet pour la France, notre dimension planétaire. La France est sur 4 continents, et nous avons en fait le premier domaine maritime mondial aujourd'hui, et le seul qui est sur 4 océans. Et nous avons tous les savoir-faire dans ce domaine. Il y a un vrai projet. C'est pas seulement un programme, là, c'est un projet pour la France. Et je l'avais imaginé en 89. J'avais fait une note d'ailleurs à l'époque à Alain Juppé. Jacques Chirac en avait parlé pas loin d'ici à Coubertin en 1995. Malheureusement, ils n'ont pas suivi derrière. Il n'y a aucun président qui a suivi aujourd'hui, je le regrette. Et donc vous avez décidé de refaire ce livre aujourd'hui, de le sortir aujourd'hui. Pourquoi ?
À cause de ça, parce que je trouve que la France, moi je me désole de voir ce que l'on vit, et notamment depuis l'ère Macron. C'est dramatique. On vit non pas un projet pour la France, j'ai l'impression qu'on vit un projet contre la France. C'est-à-dire qu'on veut quasiment supprimer la France. Et moi qui suis un gaulliste depuis toujours, ça me navre. Et je rêve qu'on ait enfin un chef d'État qui vraiment est une ambition pour la France, pas pour la France en Europe, pour la France. Et la France, elle est 92% du territoire économique français est hors d'Europe. Donc il faut avoir une autre vision et pas être fixé sur Bruxelles. Alors, il se trouve aussi que toutes ces idées, elles sont dans ce roman, dans cette fiction. Alors, au départ, l'héroïne s'appelle Marianne, d'ailleurs comme Marie-Anne. Marie-Anne, oui, mais on pense bien sûr à la Marianne, oui, notamment celle de Bébé, qui a été faite en 64 par Aslan. Et puis, vous racontez l'ascension d'une femme qui, au départ, est une héritière familiale d'une pharmacie dans votre région, en Dordogne, et qui va petit à petit monter dans l'univers politique. Et qui commence par être journaliste. Eh oui, exactement. Dans une radio. Et d'ailleurs, elle a appris dans cette radio à écrire en quelques mots des phrases. C'est à la maison de la radio, je crois. Oui, elle a écrit à écrire effectivement en quelques mots les phrases, aussi à comment j'allais dire, à ordonner un peu l'information, faire des choix dans l'information, de quoi on parle, etc. Et puis elle s'est intéressée à l'économie. Et quand son père étant malheureusement condamné pour problème de santé, lui demande de reprendre l'entreprise, elle a quand même cette expérience aussi du microcosme parisien. Mais elle revient les plaies dans la glaise. C'est pour ça que j'ai choisi cette petite ville de Nontron, qui est une sous-préfecture, comme on en connaît beaucoup dans notre pays, très enclavée. Et toujours en France, toujours. Voilà, très enclavée, mais elle se partage entre cette connaissance du microcosme parisien, où elle va revenir quelque part, mais aussi cette terre bien française du fin fond de la France, où on a les pieds sur terre. Oui, et où elle sort un dentifrice révolutionnaire. Oui, alors c'est pas elle qui l'a inventé, oui, mais justement c'est amusant parce que on a trouvé quelque chose qui remplace le dentifrice, puisque c'est son entreprise, et du fait de pour développer son entreprise, elle est amenée à rentrer dans la politique complètement, puisqu'elle va devenir maire de la ville en question, et de là monter tout un mouvement politique qui va l'amener jusqu'aux portes de l'Élysée. Et il se trouve que par rapport au dentifrice, la première référence, j'ai trouvé par rapport à un dentifrice, Xavier Louis, dans un manuscrit égyptien datant du IVe siècle avant Jésus-Christ, on mentionne une mixture à base de sel, de poivre, de feuilles de menthe et de fleurs d'iris qui serait le premier dentifrice. Ah, c'est génial ça. C'est fou, hein. Ouais, ça c'est extraordinaire. Ça aurait beaucoup intéressé notre Marianne Dumay. Alors, il se trouve qu'effectivement, elle monte son ascension politique, maire, député, etc. Et ça, vous avez bien sûr connu ce monde-là parfaitement, et vous l'évoquez en filigrane dans ce roman, Xavier Louis. Oui, j'ai la chance de connaître toutes ces coulisses. C'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs, ceux qui ont déjà lu le livre, que c'était très intéressant parce qu'on découvrait comment tout fonctionnait dans la politique. Il y a même l'épisode du canard enchaîné qui lui tombe dessus. Donc il y a tout ce qui arrive dans un parcours politique. Oui, parce qu'elle est accusée par le canard enchaîné, elle va répondre, mais tout homme politique qui a une ascension se retrouve accusé d'une façon ou d'une autre. Le trafic d'influence, c'est le b.a.-ba, évidemment. Par définition, vous êtes politique, vous commencez à avoir le bras long, et évidemment, à un moment, on vous le reproche, alors que vous faites ça au service des autres, et puis à un moment, on vous le reproche. Donc elle est effectivement confrontée à cela, c'est intéressant. Mais surtout, si vous regardez bien, elle propose énormément de choses, y compris des choses très pratiques. Il y a notamment une mesure d'actualité que je trouve qu'on devrait, je ne comprends toujours pas pourquoi on la met pas en œuvre, c'est de verser la moitié des salaires le 15 du mois. Verser la moitié des salaires du 15 du mois, ça éviterait à des millions de foyers en France d'être dans le rouge à la banque. Ça, vous l'avez proposé à nos dirigeants, ils n'ont pas écouté ? Si on dit oui, t'as raison, c'est bien. Ah oui, mais attends, mais ça va être compliqué pour les entreprises, ça va être compliqué pour les entreprises. Je dis simplement, moi j'ai connu une époque où on était payé à la fin de la semaine. Donc je veux dire, c'est pas, et les entreprises, elles fonctionnaient bien. Donc on trouve toujours de bonnes idées pour ne pas faire en France. C'est ça qui est terrible. Dès que vous proposez quelque chose, on trouve plein de bonnes idées, il faut pas faire. Et là, votre héroïne discute justement dans son laboratoire à propos d'une nouvelle formule qu'elle voudrait appliquer au personnel, qui est le partage. Oui, alors c'est le capital partage. Alors là, c'est pas
c'est une idée ancienne, puisque c'est en fait, c'est à la fin du 19e siècle, il y avait à la fois Marx, qui réclamait le partage de la plus-value du capital, et le catholicisme social. Les papes, à l'époque, avaient fait des encycliques sur le sujet. C'est ce qui a inspiré le général de Gaulle après la guerre, qu'il a appelé, lui, l'association Capital-Travail. C'est simple, Jacques. Il suffit simplement de considérer que quand vous développez une entreprise, il y a une plus-value. Et soit vous la gardez pour vous, vous êtes le propriétaire, et vous rémunérez ceux qui vous ont aidé à cette croissance en leur donnant des primes, des intéressements, des dividendes, etc. Soit la loi vous dit, attendez, il faut partager cette croissance. Et alors là, il faut mettre en place un mécanisme que j'appelle le capital partage, et vous partagez, et du coup, vos salariés deviennent aussi vos associés, puisqu'ils sont aussi copropriétaires. Ils accèdent à la propriété de la croissance. On ne vous prend pas ce que vous avez. On partage le plus que vous avez dégagé ensemble. C'est ça qui est important. C'est une vraie révolution. On n'y est pas encore arrivé. Général de Gaulle a d'ailleurs quasiment été remercié en 1969. C'est une de vraies raisons pour lesquelles il est... Car qui a voté contre de Gaulle en 69? C'est la droite. C'est la droite possédante, en fait. C'est les libéraux et les centristes. Exactement ça. Et parce qu'il ne voulait surtout pas partager cette croissance. D'ailleurs, à propos du général de Gaulle, vous inventez aussi, ce roman est écrit en 89, la fake news, en disant qu'il aurait été assassiné à Colombey-les-Deux-Églises. Alors c'est une chose, oui, c'est qu'en fait je dis que de Gaulle n'est pas mort, c'est amusant. Je fais intervenir l'un des personnages qui effectivement invente cette affaire et qui à un moment est cru, il dit mais pas du tout, de Gaulle n'est pas mort comme on a cru. En fait, vous savez pas, il a été assassiné. Et alors c'est extraordinaire parce qu'on vit ça, c'est-à-dire qu'à un moment où vous arrivez à faire croire ce qu'on appelle une fake news, effectivement, parce que vous donnez un certain nombre d'éléments qui lui donnent une certaine véracité. C'est un des gros problèmes de l'information aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai glissé cette anecdote, disons, dans le bouquin. Alors, je rappelle que vous l'avez écrit en 89, Le rêve au pouvoir. Mais première version. La première version. J'ai réécrit après. Parce que vous évoquez l'écologie sans les écologistes. Est-ce que vous l'aviez déjà imaginé en 89 ? Non, ça je l'avais aussi écrit en 89. Son lien avec les écologistes, mais j'insiste, c'était les écologistes de l'époque. Les écologistes de l'époque, c'était Brice Lalonde, c'était des gens comme ça. J'allais dire, c'était des gens mais un peu plus fréquentables et pas utopistes. C'était des gens qui, de bonne foi, pensaient qu'il y avait un certain nombre de choses à faire, qu'il y avait quelques risques. On n'en était pas tout ce qu'on évoque aujourd'hui. On n'évoquait pas les catastrophes, mais qu'il y avait quand même des choses à faire, de se préoccuper de l'environnement, dans le bon sens du terme, avec des idées intéressantes, d'en avoir surtout que tous les politiques se préoccupent mieux de l'environnement, de ne pas gâcher, par exemple, comme on le faisait beaucoup dans ces années-là, ce qui est vrai. Alors, vous évoquez aussi le combat de votre héroïne contre les pouvoirs bancaires, Xavier. Ah oui, ça c'est un élément très important du livre. C'est un peu son combat. Elle se bat beaucoup contre les banques. J'évoque l'histoire, effectivement, des salaires qui devraient être, dont la moitié devrait être versée le 15 parce que on l'ignore, on veut pas le dire. Les banques se font des milliards sur les pauvres. Parce que quand on vous prend, quand vous êtes dans le rouge, encore une fois, il y a des millions de foyers chaque mois qui sont dans le rouge, souvent assez tôt dans le mois. Vous savez qu'on vous prélève. Vous savez quel est le taux? Le taux de découvert, c'est 19%. 19%. Et c'est pas les gens qui ont de l'argent qui doivent payer ça. C'est ceux justement qui sont dans le rouge. Donc effectivement, mon héroïne, Marianne Dumay, se bat beaucoup contre les banques. Elle demande aussi que elle propose que les clients soient copropriétaires des banques. L'argent que vous laissez dans la banque, c'est ce qui permet à une banque de se développer. On reparle du partage de la croissance. Eh bien, pourquoi les clients n'en auraient pas leur part? Vous évoquez aussi, Xavier Louis, l'ambition politique qui ne doit pas être confondue avec le goût du pouvoir politique. Ah oui. Parce que ça, l'ambition politique, souvent, c'est le goût du pouvoir et pas autre chose. C'est vrai. C'est vrai, mais moi je dois reconnaître, je fais pas partie de ceux qui fustigent les politiques. J'en connais beaucoup qui sont des gens extraordinaires. J'ai eu la chance de vivre avec je vous dis à l'époque, notamment avec Chaban, avec des Jacques Delors et des gens comme ça, qui
qui sont des politiques qui n'ont qu'une envie, c'est servir leur pays, savoir où ils vont être le plus utiles pour le pays. Ils ne cherchent pas les postes pour les postes. Ils veulent se rendre utiles. Quand vous avez été élu local, vous savez aussi ce que ça veut dire. Quand vous êtes élu d'une petite ville, vous n'y êtes pas ni pour ce que ça vous rapporte, ni pour le titre que ça vous donne sur votre carte de visite. Vous y êtes parce que vous avez envie de réaliser quelque chose. Et ce qui est bien, c'est dans une petite ville, on peut réaliser des choses, justement. Ce roman, finalement, qui est une fiction que vous avez lu, parce qu'on ne sait pas si cette femme va être élue ou non. C'est vous qui déciderez. Exactement. Est-ce que ça vous donne pas envie d'aller plus loin en politique, que ces propositions qui sont des propositions concrètes à la fin du roman ne deviennent pas réalité et que vous contribuez à les faire devenir réalité? Alors, si vous me parlez à moi, oui. Louis, vu mon vieil âge, je n'ai aucune espèce d'ambition. D'abord, je n'ai jamais eu de plan de carrière, pour tout dire. En revanche, contribuer en tant que militant, en tant qu'écrivain, effectivement, à faire avancer des idées, ça oui, ça c'est une ambition très forte depuis toujours. Pour ce qui est d'avoir un poste ou autre, encore une fois, c'est plus de mon âge, et alors là, j'ai aucun plan de carrière dans ce domaine. Voilà. En revanche, vous avez des livres à écrire. Celui-là s'appelle Le rêve au pouvoir chez Marais Éditions. Je le conseille parce que c'est à la fois une fiction, une réalité, mais le suspense est jusqu'au bout. Et ça, c'est pas si facile que ça. Oui, et justement, ce que je disais, c'est que le livre se termine à 19h59 oui. Au soir du deuxième tour, et je réfléchis en revanche à une suite qui serait la présidente, où je raconte comment elle va mettre en œuvre toutes ces idées, mais ça dépendra des lecteurs, du succès de ce livre. Eh bien, ce succès, je vous le souhaite. Merci Xavier Louis. Ça s'appelle Le rêve au pouvoir chez Marais Éditions. Merci encore. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, et on vous retrouvera bientôt, Xavier Louis. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio. Merci Jacques.